Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Une fois de plus, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans mon émission du 28 août dernier, j'avais tenté de vous expliquer que la véritable crise humanitaire n'était pas à Gaza, mais au Soudan. Pays dans lequel une guerre entre deux chefs de guerre fait rage depuis plus de 2 années, dans l'indifférence quasi générale. J'expliquais que c'était bel et bien au Soudan que sévissait la famine, le choléra, les crimes de guerre, et que c'était bien là que l'aide humanitaire ne parvenait pas, ou très peu, aux populations les plus à risque. Gaza est un tout petit territoire, et si les belligérants le permettaient, il serait possible d'acheminer en quelques heures des secours en n'importe quel point de cette minuscule exclave. Exclave et non pas enclave, comme je l'entends trop souvent à la télévision. À partir, bien sûr, de l'Égypte ou d'Israël, deux pays frontaliers de l'exclave de Gaza. La situation est bien différente dans l'immense Soudan. Et c'est loin, très loin d'être le cas de pouvoir acheminer rapidement de l'aide humanitaire. Je suis bien placé pour en parler puisque en 1989, j'ai participé, alors que je travaillais pour le Programme alimentaire mondial, à l'opération humanitaire onusienne nommée Operation Lifeline Sudan. J'ai même accompagné des convois vers le sud à partir du Darfour, lequel Darfour fait malheureusement la une de l'actualité une fois de plus ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est que le Darfour? C'est une immense zone située très à l'ouest du pays, à la frontière du Tchad et un petit peu de la Libye au nord. Une région semi-aride avec un massif montagneux, le Djebel Mara, en son centre, et c'est aussi une mosaïque ethnique avec les traditionnels conflits ancestraux entre cultivateurs et éleveurs. Donc dans ce pays, le Soudan, les défis logistiques étaient à l'époque, en 1989, et sont encore gigantesques. Longue distance à parcourir, état déplorable des routes, ou plutôt des pistes, lesquelles pistes sont des pistes sablonneuses qui se perdent dans cet environnement aride et qui parfois peuvent se transformer en zone boueuse lorsque les oueds, qui sont secs la plupart du temps, se transforment sans préavis en larges fleuves infranchissables. C'est aussi le problème de l'insécurité, guerre ou pas guerre, généralisée dans cette région du Darfour. Dans un pays comme le Soudan, il faut des mois pour mettre sur pied une opération humanitaire, si tant est que les pays donateurs acceptent de s'intéresser au Soudan. Et si cette aide humanitaire est accordée, il faut des mois pour l'acheminer auprès des populations qui les attendent depuis longtemps. Il faut aussi des mois
pour des négociations sans fin avec les différents groupes armés, ainsi qu'avec les autorités des pays frontaliers par où l'aide pourrait transiter. Il faut aussi bien sûr des mois, comme je l'ai dit à l'instant, pour convaincre les bailleurs de tourner leur regard vers le Soudan. Car le Soudan, aujourd'hui comme en 1989, ne semble intéresser personne, contrairement à d'autres crises beaucoup plus médiatisées. J'ai cité le cas de Gaza, par exemple. Or, ce qui est en train de se dérouler au Soudan depuis avril 2023 ressemble de plus en plus à un génocide, même si j'utilise toujours avec la plus extrême précaution ce néologisme qui date de l'après-guerre. Alors que d'autres, en France comme ailleurs, l'utilisent, ce néologisme, à tort et à travers, au sujet d'autres crises de par le monde, et en particulier au sujet de Gaza, surtout depuis le 7 octobre 2023. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente émission, cette guerre brutale au Soudan résulte de la fin de 30 années d'une dictature militaro-islamiste, celle d'Omar Hassan el-Béchir. Je me trouvais au Soudan lorsque ce général a pris le pouvoir. C'est ce régime qui a encouragé, instrumentalisé et armé un groupe armé arabe nommé Janjaweed. Ce groupe lançait des raids meurtriers contre des populations non arabes, d'abord au Soudan du Sud, où la SPLA menait une guerre de libération, puis au Darfour, une vaste région, comme je l'ai dit, de l'Ouest soudanais, qui avait commencé à se rebeller en 2003. Les Janjaweed ont brûlé des villages, massacré des populations civiles, pillé, violé et kidnappé de très nombreuses jeunes filles, au Soudan du Sud puis au Darfour. Les tactiques étaient les mêmes dans ces deux contrées. Seules les victimes étaient différentes. Au Soudan du Sud, ces victimes étaient essentiellement chrétiennes et issues du peuple d'éleveurs Dinka, lequel fournissait l'essentiel de ses troupes à la SPLA en lutte contre Khartoum. Or, au Darfour, région quasiment totalement musulmane, les victimes étaient et sont toujours musulmanes, issues de groupes ethniques locaux, non arabes, principalement des cultivateurs. Au début, les raids étaient effectués par des cavaliers arabes armés de Kalachnikov. Petit à petit, avec le soutien du régime de Bachir, les Janjaweed se sont équipés de véhicules tout-terrain surmontés de mitrailleuses. Durant ce conflit du Darfour, les milices Janjaweed ont été accusées du massacre de plus de 50 000 personnes. C'est d'ailleurs pour cela que Omar Hassan el-Béchir a été inculpé par la Cour pénale internationale et qu'il n'a toujours pas été livré à cette cour. Au total, cette guerre du Darfour aurait fait la guerre actuelle du Darfour la guerre de 2003-2004, cette guerre aurait fait en 3 ans plus de 300 000 morts et 3 millions de déplacés et réfugiés. 2 décennies plus tard, cette milice Janjaweed, devenue un groupe paramilitaire structuré, nommé Force de réaction rapide, ou FSR, commandé par le général Hemeti, un ancien chef Janjaweed et neveu d'un puissant chef de clan arabe, a fini par s'allier de manière tout à fait conjoncturelle avec l'armée officielle afin de renverser le régime de Bachir qui faisait face depuis plusieurs mois à la colère grandissante de la rue à Khartoum
et dans les grandes villes du pays. En effet, des manifestations avaient éclaté en 2018 exigeant la démission du dictateur. Les militaires et les paramilitaires ont donc profité de la colère populaire pour s'emparer du pouvoir lors du coup d'État du 11 avril 2019 et à emprisonner leur ancien parrain, le dictateur déchu, Omar Hassan al-Bashir. Cette alliance de circonstances, très fragile, ne dura pas longtemps et en avril 2023, la rivalité entre le FSR et l'armée soudanaise dégénéra en affrontement armé pour le contrôle de Khartoum et des principales villes du pays, entamant ainsi une énième guerre civile. Le Soudan en a déjà connu tellement. Une guerre civile qui, en 3 années, a fait des centaines de milliers de morts, entraîné la destruction de la capitale, Khartoum, et de nombreuses villes, de nombreux villages, entraîné également le déplacement de plus de 10 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire sans précédent, d'une extrême gravité, sans doute la plus grave crise humanitaire actuellement en cours, mais curieusement reléguée au second plan, que dis-je, à l'arrière-plan plutôt, par la crise de Gaza, laquelle a débuté 5 mois seulement après le début de ce nouveau conflit soudanais. Si l'armée soudanaise est parvenue ces derniers temps, ces derniers mois, à reprendre le contrôle de Khartoum, du centre et de l'est du pays, les FSR ont quant à elles réussi à s'emparer de la quasi-totalité du Darfour et à y consolider leur emprise. Et c'est du Darfour que nous proviennent régulièrement des échos de massacres ethniques. Ces massacres ont accéléré la fuite de populations darfouries vers la frontière tchadienne et les camps de réfugiés du Tchad. Tout le long de la frontière entre le Tchad et le Darfour soudanais, côté tchadien, sont effectivement installés un certain nombre de camps depuis très longtemps, puisque j'y ai moi-même travaillé dans les années 2010, 2011, 2012, 2013. Et ces réfugiés soudanais, darfouris, non seulement ils ne sont pas rentrés chez eux, mais en plus, les camps ont reçu un afflux de population depuis le début de cette nouvelle guerre au Darfour et au Soudan d'une manière générale. C'est aussi à travers cette frontière Tchad-Soudan que des armes et du matériel parvenaient et parviennent encore aux forces de soutien rapide, grâce au soutien, en particulier, mais pas seulement, des Émirats arabes unis. Je reviendrai tout à l'heure sur le rôle de ce pays dans le conflit soudanais. Les FSR étaient intervenus quelques années plus tôt dans le conflit du Yémen à la demande et avec le soutien financier des Émirats. Et c'est durant cette guerre qu'est née une alliance de fait entre les Émirats arabes unis et les FSR. C'est donc tout naturellement que les Émirats ont apporté leur soutien aux FSR depuis le début de la nouvelle guerre soudanaise. Jusqu'au mois dernier, la capitale historique du Darfour, El Fasher, échappait encore au contrôle des FSR. Encore tenue par l'armée gouvernementale, cette ville de 260 000 habitants a subi un long siège. Mais au bout de 18 mois de ce siège, d'assauts infructueux mais meurtriers et de bombardements, les FSR ont fini par prendre la ville en quelques heures le 26 octobre dernier. Dès leur entrée en ville, les hommes des FSR ont commencé à massacrer et à violer. Un seul exemple, à l'hôpital saoudien d'Al Fasher, 460 patients et soignants ont été massacrés. Le nettoyage ethnique a été fait de manière systématique, maison par maison, plutôt maison après maison.
Seules 70 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont réussi à fuir la ville, mais ils ont dû passer les barrages des FSR, barrages qui ont permis aux FSR de filtrer les fuyards et d'exécuter sommairement qui bon leur semblait. Le pire est que c'est grâce aux hommes des FSR que ces exactions ont commencé à être connues dans le reste du monde, car ces soudards aiment se filmer avec leur téléphone portable alors qu'ils sont en train de les commettre, ces exactions. C'est ainsi que d'horribles vidéos ont été mises en ligne par les FSR eux-mêmes, par les soudards des FSR, sur les réseaux sociaux. En outre, les photos satellitaires d'El Fasher, prises avant, pendant et après la prise de la ville, ont aussi apporté la confirmation de ce qui était en train de se passer. Devant l'abondance de preuves, le général Emeti, le chef des FSR, qui avait commencé par nier, a finalement dû admettre que des actes isolés auraient pu être commis par certains de ces hommes, et il a promis la création d'une commission d'enquête, comme il l'avait déjà fait lors de précédents cas de massacre, et dont les résultats, si tant est qu'il y en ait eu, n'ont jamais été communiqués. En 2023, les FSR avaient été accusés d'avoir incendié 70 villages de cultivateurs du Darfour, et plus tôt en 2025, il y a quelques mois donc, il avait été fait état de l'éradication de communautés entières de l'ethnie Zagawa. Petite parenthèse sur cette ethnie Zagawa. C'est une ethnie très importante au Darfour, une des principales ethnies du Darfour, mais elle est aussi présente au Tchad. Et il se trouve que la dynastie Déby au pouvoir au Tchad, avec Idriss Déby et puis l'actuel chef de l'État qui n'est autre que le fils d'Idriss Déby. Et donc cette dynastie appartient aussi à l'ethnie Zagawa, qui est une ethnie minoritaire du côté tchadien, au Wadaï, dans la province du Wadaï. Donc il y a des liens, comment dirais-je, des relations familiales, claniques à travers cette frontière poreuse entre le Tchad et le Darfour. À une soixantaine de kilomètres d'El Fasher se trouve l'immense camp de déplacés de Tawila, qui abrite plus d'un demi-million de personnes qui s'y sont réfugiées au fil de l'aggravation du conflit et des exactions. Depuis la chute d'El Fasher, seuls 10 000 nouveaux arrivants y ont été recensés, essentiellement des femmes et des enfants, dont de nombreux blessés par balles. Ce nombre relativement faible semble confirmer l'ampleur des tueries perpétrées par les soudards des FSR à El Fasher ainsi qu'aux sorties de la ville. Le pire est que, malgré toutes ces nouvelles, le soutien des Émirats arabes unis ne s'est jamais démenti. Au contraire, ce soutien a même trouvé de nouvelles routes pour parvenir au FSR, avec la complicité du maréchal Haftar, l'homme fort qui, depuis la chute de Kadhafi, règne en maître absolu sur la moitié orientale de la Libye, frontalière du Soudan et du Darfour. Durant le seul mois de octobre dernier, 57 avions cargo se sont posés à Koufra, la célèbre oasis située dans le désert du sud-est libyen. Je dis célèbre parce que c'est cette oasis qui avait été prise aux Italiens par le colonel Leclerc des forces françaises libres, lequel colonel Leclerc devait par la suite devenir le maréchal Leclerc. Des drones modernes sont parvenus au FSR par cette route, vraisemblablement, ce qui leur a permis de tuer depuis le ciel
De jeunes combattants des FSR ont même été envoyés aux Émirats arabes unis pour être formés à l'usage des drones. Ce pays, les Émirats arabes unis, viole impunément l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité des Nations unies en 2004, à l'époque de la première guerre du Darfour, ainsi que l'interdiction de survol de l'espace aérien du Darfour. Cet embargo et cette interdiction sont pourtant toujours en vigueur. La richesse faramineuse que le pétrole procure aux Émirats arabes unis, ainsi que les énormes investissements de ce pays en Occident, font que ce pays est devenu intouchable, incritiquable, si je puis dire, et qu'il croit pouvoir tout se permettre, même le pire, comme cela est le cas au Soudan. Aucune grande puissance ne voudrait, en effet, se brouiller avec les Émirats arabes unis. On a un peu le même cas de figure avec le Qatar. Ces deux pays, Qatar et Émirats arabes unis, ont, depuis quelques décennies, gagné une puissance et une influence sans commune mesure avec leur taille et avec leur population. C'était des pays, des émirats ou des sultanats insignifiants auxquels la découverte du pétrole et la vente du pétrole a donné cette influence et leur a permis de jouer le rôle qu'ils jouent, pour le meilleur mais surtout pour le pire, dans de nombreux pays à travers le monde, y compris, je dois le dire, en Europe. Pour conclure cette émission, je voudrais donc une fois de plus me lamenter, m'indigner devant le peu d'intérêt du reste du monde à l'égard du Soudan. Peu d'intérêt étatique, mais également peu d'intérêt populaire. Au Darfour et d'une manière générale au Soudan, les victimes sont toutes musulmanes, comme à Gaza. Mais les bourreaux au Soudan sont aussi des musulmans. Alors qu'à Gaza, il est devenu populaire d'accuser Israël et de pointer du doigt vers cet État. Israël n'est pas dirigé par des Arabes, n'est pas dirigé par des musulmans. Donc, l'indignation suscitée par l'action d'Israël à Gaza a fait descendre des centaines de milliers, des millions peut-être, de personnes dans les rues, dans les avenues de toutes les grandes villes d'Occident et du monde arabe. Et du monde, je dirais, arabo-musulman, jusqu'à la lointaine Indonésie. Pourquoi est-ce que ces mêmes personnes sensibilisées par le malheur des Gazaouis n'est jamais descendues dans les rues pour dénoncer les atrocités, pour dénoncer la famine, pour dénoncer un véritable génocide commis au Soudan? C'est la question que j'aimerais poser à travers cette émission. Je l'ai déjà posée et je la pose à nouveau. Car au Soudan, et plus particulièrement au Darfour, et encore plus particulièrement avec la chute d'El-Fasher, des indices concordants nous permettent d'affirmer
que l'on parle bel et bien d'un génocide en cours, qui n'est pas terminé. Il est donc grand temps que le monde se réveille et que l'on commence aussi à manifester notre sympathie et notre compassion envers ces populations civiles innocentes qui ont le malheur de subir les pires exactions de la part d'une bande de soudards. C'est sur ces mots que j'aimerais terminer cette émission et que je vous dis à la semaine prochaine.